Tous Congolais, voici une suite de nos vidéos concernant l'histoire et les tribus du Congo. Nous avons parlé des Tétela, une vidéo qui a eu que des commentaires positifs et du coup, un grand merci à vous tous. Nous sommes ensemble, hein? C'est vraiment important de savoir qu'on est effectivement ensemble. C'est un des buts de ces recherches après tout. Dans cette vidéo ici, nous allons explorer l'histoire du peuple Baluba. Nous allons les situer dans une carte, étudier leurs origines, pour à nouveau élucider ces petits mystères du pays pour qu'on comprenne notre histoire. Et j'ai bien dit notre histoire, parce que je ne vois vraiment pas pourquoi l'histoire d'une autre tribu congolaise, en dehors de la mienne, ne serait pas aussi mon histoire. Mais avant de continuer, vous devriez d'abord être au courant que le peuple Baluba ont eu cette tradition de transmettre toute histoire de bouche à oreille. Chance qu'il y ait eu des chercheurs qui ont su faire une synthèse des informations recueillies. Sinon, certaines informations, certaines traditions, certaines histoires auraient pu se diriger vers l'oubli. Et d'ailleurs, ça ne m'étonnerait même pas que certaines histoires sont déjà oubliées. Une colonisation a toujours eu cette tendance de supprimer ou au moins réduire la culture et l'histoire interne à néant pour faciliter les objectifs principaux. Bref, nous allons d'abord commencer par localiser le peuple dans la carte de notre pays. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le peuple Tétela se trouve surtout dans la province du Sankuru, au centre du Congo. Les Baluba sont surtout au sud-est du pays. À présent, ils occuperaient à peu près tout le nord ou plus de la moitié du Katanga. Pour mieux préciser, soit les territoires de Kabongo, de Kamina, de Kanyama, de Bukama, de Malemba, de Manono, de Kabalo, de Pweto et même au-delà. Les Baluba se trouvent aussi au Kasaï. Mais dans cette vidéo, nous allons surtout rester focalisés sur ceux qui se trouvent au Katanga. En faisant mes recherches, j'ai remarqué que les Baluba ont aussi un même problème, et quand je parle de problème, je dis problème entre guillemets, comme le peuple Tétela, le même fameux problème de distinction. Vu qu'il y a des Baluba au Kasaï, des Baluba au Katanga, c'est déjà un signe que les deux groupes pourraient se développer différemment. Et déjà au Katanga, les Baluba ont différentes façons de se nommer et même de nommer l'autre. En fait, l'origine commune des Baluba se fut au Nsanga Lubango, quelque part dans le territoire actuel de Kamina au Katanga. Et en migrant vers d'autres parties du pays, tout en demeurant et en se développant dans ces mêmes parties, les différents sous-groupes pourraient très bien se développer d'une autre façon. Pour mieux comprendre, il suffirait juste de regarder le langage qu'ils utilisent pour communiquer. Les Baluba parlent le Kiluba. Cette même langue n'est pas parlée de la même manière dans tous les territoires. Certains mots ne sont pas prononcés de la même façon et le ton diffère d'une zone à l'autre. Ce sont donc des différents dialectes. Mais du coup, la dispersion ferait en sorte que les groupes se développent différemment. Voilà pourquoi un sous-groupe Luba du Katanga se nomme aujourd'hui Bahemba, en territoire de Kongolo. Les Baluba de Kinkoja et de Malemba Nkulu, toujours au Katanga donc, utilisent le nom Bapemba pour faire référence à ceux qui se trouvent au territoire Kabongo. C'est donc à nouveau une même façon de se distinguer comme chez les Tétela, et du coup ça pourrait fort probablement engendrer quelques défis en cas d'union. En essayant de remonter plus loin vers les origines des Baluba, j'ai pu constater qu'il n'y a pas vraiment de traces, principalement parce que le peuple a eu une tradition orale. Tout est transmis de bouche à oreille, et du coup, pas grand chose serait stocké dans des archives. Et voilà une des raisons pourquoi je suis plus que convaincu qu'il y a beaucoup d'informations du Congo qui nous manquent ou qui ont tout simplement disparu. Mais les livres d'histoire du Congo décrivent qu'il y a eu un mouvement migratoire du nord vers le centre d'Afrique, vers l'actuel Congo. Et vu que dans la vidéo précédente, on a parlé de la migration des Mongos et que les livres d'histoire indiqueraient que les Baluba viennent d'un même mouvement migratoire, il y a peut-être de fortes chances que les Tétela et les Baluba sont bien plus liés qu'ils le pensent. Mais pour être sûr, va falloir qu'on continue de creuser. Bref, malgré que les origines sont un peu floues, j'ai trouvé un aspect très particulier et très intéressant. Quand on parle des origines Baluba, il faudrait distinguer deux périodes. La période avant et après l'Empire Luba, qui a été construit environ vers 1585 et s'est éteint en 1889, partiellement à cause de la colonisation. Et voilà pourquoi j'étais à nouveau très curieux de faire des recherches sur l'étymologie du mot Baluba. On sait déjà que le mot Tétela dérive de la façon dont les Belges les ont nommés. Les ont Tétela, pour indiquer leur caractère têtu. Mais d'où vient le terme Baluba? On sait déjà qu'il s'agit d'un terme utilisé pour indiquer un certain peuple du pays. Une personne de cette tribu est nommée Muluba et en dehors du Lingala, la population parle aussi le Kiluba. D'où vient ces termes? J'ai trouvé une source qui pourrait indiquer une réponse. Vous devez savoir que les termes Baluba et Kiluba ne sont entrés dans le langage du peuple qu'après l'instauration de l'Empire Luba en 1585. Le terme Baluba signifie perdu. Ceux qu'on appelait Baluba sont en fait des princes envahisseurs venant de l'Est.
Ils conquirent les territoires et soumirent les tribus à leurs règles. Le terme Baluba y est introduit par les peuples vaincus et ces peuples venant des territoires voisins. C'est par la suite des conquêtes que ces groupes ont vulgarisé ce terme pour désigner ce peuple des conquérants et les appeler les Baluba. Ces termes ont donc été mis en place une fois que l'Empire Luba était là. Et j'aurais aimé vous expliquer un peu plus sur l'Empire Luba, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Mais ce que je pourrais faire, c'est vous expliquer à quoi ressemblait la vie avant l'Empire. En fait, avant l'arrivée des rois ou des princes, et donc avant l'Empire des Baluba, les gens vivaient par groupes familiaux ou par clans, et le chef était souvent l'aîné de ces clans, ou sinon celui que les membres des familles désignaient comme tel. Et plusieurs clans pouvaient s'unir, soit par alliance d'amitié, soit par le mariage, et former ainsi un des nombreux villages avec des terres bien limitées. Bien sûr, il y avait aussi des hommes envieux qui savaient manipuler les autres pour les soumettre à leur pouvoir, ou qui attaquaient les voisins afin de s'accaparer de leurs terres. Ces terres ou ces régions ainsi formées portaient soit le nom du chef du clan fondateur, soit celui d'un cours d'eau, soit quelque chose ayant une caractéristique frappante. Et la langue que parlait le groupe prenait aussi la même appellation. Mais tout changea une fois la conquête mise en œuvre par ces personnes qui ont été nommées les Baluba. Mais concernant l'Empire, vous allez devoir patienter pour une autre vidéo, parce que j'aimerais tellement y entrer en détail, tout aussi en voyant les rôles des femmes et l'impact que l'Empire a eu, parce que fin de compte, l'Empire a existé plus de 3 siècles, ce qui est déjà énorme. Mais avant d'arriver à la deuxième partie de la vidéo, j'aimerais vous dire que les Baluba ont aussi des personnalités très intéressantes. Pepe Kale, Kabila le Père, Etienne Tshisekedi. Nous allons parler de ces personnalités aussi pour voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces personnages. Entre temps, voici la deuxième partie. Bon, continue tout d'abord, merci de m'avoir accueilli. Hein? Et maintenant, j'aimerais juste vous poser la question. Ça ressemblait à quoi une journée? D'abord, vous avez vécu où? Moi, je peux dire que mon enfance, je l'ai passée au Kasaï, plus précisément dans l'ex-province du Kasaï occidental, qui est actuellement Kasaï central à Kanang. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai passé mon enfance jusqu'à mes 17 ans. Sur le Kasaï, le chef-lieu de la province s'appelait le Lobo, actuellement Kanang. Ah, ok. Vous pouvez me raconter un peu de l'histoire, la vie en commune, ça ressemblait à quoi? Le Kananga est essentiellement habité par la communauté les Loulous. Nous faisons partie de... nous faisons partie de la grande tribu qu'on appelle les Baluba. Mais ceux qui sont au Kasaï, on les appelle les Loulous. Je ne peux pas me confirmer, mais je peux dire que suite aux environs de Kananga passe une des affluents du fleuve Kasaï qu'on appelle Loulou. Est-ce que c'est par rapport au nom de cette rivière qu'on nous appelle le Loulou, ou bien d'où vient cette appellation-là de Loulou? Là, je n'ai pas d'informations à te donner. Mais je sais, on nous appelle des Loulous, nous faisons partie de la grande tribu de Baluba. Et quand nous demandons nos origines, on nous dit que nous venons tous de Sangalubangu. Sangalubangu se trouve dans le nord du Chaba, vers le Moba, aux environs de Moba et consorts. C'est de là où on nous dit que nous venons de là, de Sangalubangu, dans le grand empire Luba qui, au fil des siècles, s'est disloqué et on a une partie qui est restée dans le nord du Chaba, les autres sont descendus vers dans le sud, une partie qui est restée aux environs dans le Bilangi, l'actuel, ceux qui sont restés dans le Bilangi, ce sont qu'on appelle les Baluba de Bojimaï. Après les autres sont allés jusque dans le Loulou qu'on appelle maintenant le Loulou de Kanang. C'est intéressant, quand j'avais fait mes recherches et que j'avais lu sur l'Empire Luba, j'avais compris que ça avait existé pendant 3 siècles. Donc c'était très organisé. Et j'ai compris aussi que les gouvernements des pays voisins, ils prenaient aussi ces méthodes de gouverner et donc c'était très... Oui, dans l'histoire, on nous dit que si on appelle actuellement de ce qu'on peut dire l'organisation étatique, c'est que l'Empire Luba avait connu déjà cela. On avait un chef qui était secondé par un conseil composé si on peut les appeler de ministres, un conseil de sages qui entourait le chef, et c'était bien organisé dans les histoires. Dans l'histoire, on nous dit que c'était bien organisé, et que quand l'homme blanc est arrivé, a trouvé cette organisation-là déjà dans l'Empire Luba. Une fois que l'homme blanc était venu, justement, c'était là que on a tous senti ça. L'homme blanc avait déjà son organisation, mais ils n'ont pas tenu compte de ce qu'ils ont trouvé sur place, ce qu'ils nous ont
Ils ont tout fait pour nous imposer leur organisation. Exactement. Et quand on essaie de parler avec de vieilles personnes, le malheur qu'on a eu, nous les Africains, c'est que notre histoire, on n'a pas une histoire écrite. On n'a pas d'histoire écrite, c'était raconté de bouche à oreille. Ce qui fait qu'on a beaucoup perdu de ce que se disait, c'est que chacun retenait que ce qui pouvait lui rester dans l'histoire. Mais la majorité de ce que c'était notre histoire a été perdue. C'est ça qui est arrivé à notre histoire, que nous avons beaucoup perdu. Et c'est l'histoire que nous connaissons, ce qu'on peut connaître sur nos papiers, c'est ce que l'homme blanc essaie de nous faire comprendre que c'était ça. Mais si tu essaies de creuser un tout petit peu, questionner plusieurs personnes, on te dira que non. Quand l'homme blanc est arrivé, il a trouvé un empire bien organisé, avec tout ce qu'on peut comparer à ce que c'est un État aujourd'hui, avec un chef de ministre ou bien de conseiller. Tout et la prise de décision ce n'était pas le roi qui imposait sa décision, mais c'était en consultation avec le conseil des sages, et chacun devait émettre son avis pour un point quelconque. Ouais, moi aussi je me suis dit, justement en faisant les recherches, que vu que souvent c'était de bouche à oreille, les informations qu'on les transmettait, qu'il y a beaucoup qui est perdu, quoi. Justement, en parlant avec vous, j'essaie juste de pouvoir rassembler ce qu'on pourrait savoir et le mettre dans une vidéo. Comme ça, les gens savent déjà que, ok, il y a ça. Il y a bien au-delà plus d'informations, mais au moins, on peut partir de cela et voir plus loin. Moi aussi, j'essaie de comprendre mon histoire. Ce que je raconte à mes enfants aujourd'hui, c'est ce qui m'a été raconté, par exemple, par mes grands-parents, qu'eux aussi ont eu de leurs grands-parents, mais beaucoup a été perdu. Je n'ai pas un support écrit où je peux dire, on nous a dit vers telle année, on estime vers telle année, il s'est passé ceci et cela. Je n'ai pas ce support écrit. Comme je me fais cette reproche-là, je peux me dire que si aujourd'hui, nous aussi, on avait un support écrit, ça pouvait être très bien pour que notre culture ne se perde pas. Surtout pour ceux qui sont ici, surtout pour les enfants qui sont nés ici, nos enfants qui sont nés en Europe, en Occident. Je peux dire que ces enfants-là se trouvent, deux fois quand ils partent chez le blanc ne les considère pas comme des Européens. Et quand ils retournent chez nous, ils ne sont pas considérés comme des Africains parce que de l'autre côté, ils ne savent pas beaucoup de choses de l'Afrique. Et du côté de l'Europe, certains sont acceptés, les autres pas. Et ces enfants-là sont à la recherche de leur histoire et de foi. Ils se forment une histoire. Ils se forment une histoire qui n'est pas une histoire réelle. C'est qu'ils essaient de copier, mais ce qu'ils se font, ce n'est pas une histoire réelle. Voilà pourquoi on a besoin de nos parents. De nos parents, Et surtout si on avait un support. Tu me poses aussi aujourd'hui des questions. Mais si moi-même je savais que, non, nous venons de tel endroit, nous étions comme ça en telle année, tu vois, je ne pouvais même pas hésiter à te répondre. Mais comme je dois maintenant me référer, mais qu'est-ce que ma grand-mère me disait? Qu'est-ce que, à elle aussi, qu'est-ce qu'on avait raconté? Comment ça a été, par exemple, l'arrivée du premier homme blanc dans ma région, c'était comment? Parce qu'il avait ne fût-ce que une histoire vraie. Je n'ai pas une histoire qui a été écrite selon le point de vue du narrateur, mais une histoire réelle. On a ce qu'on a. Voilà l'importance justement de ces vidéos-là. Moi, ça peut donner quelque chose à ceux qui ne sont pas vraiment au courant de l'histoire. À ta question, tu me demandais comment était une journée au Kasaï. Comme partout ailleurs, comme c'est que l'organisation, notre vie quotidienne au Kasaï, c'est comme partout ailleurs chez les Bantous. Et on avait, c'est une famille. Quand je parle d'une famille chez les Bantous, c'est-à-dire que le plus souvent ce sont des familles élargies. Parce que je peux prendre mon cas, on avait un patriarche, mon père, qui avait, pas autorité, mais qui avait sous son aile, ou bien qui devait s'occuper d'à peu près 3 familles à l'appellation européenne. Je vois mes tantes. J'ai une tante qui, avec ses enfants, dépendait de mon père. J'ai un oncle avec ses enfants dépendait de mon père. Je me vois moi avec mes soeurs, avec notre papa. Je vois mes grands-parents. Les enfants de mon oncle, les enfants de mes tantes. Je ne pouvais à aucun moment les considérer comme des cousines. C'était mes frères. Oui. Je les appelais de mes frères. Même maintenant, ce sont mes frères.
Je ne pouvais jamais les appeler mes cousins. C'est ça aussi qui fait quand même une bonne différence entre nous et les gens des pays occidentaux. Nous, ce qu'on considère comme la famille, c'est pas juste limité aux frères, c'est bien plus loin. Oui, pour nous, non, on n'est pas limité aux enfants ici en Europe. Qui est ton frère? C'est l'enfant issu de ta mère ou bien de ton frère. Voilà. Oui, mais nous en Afrique, non, on n'a pas connu ça. Et des fois, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'ai parlé avec une fille, une Sénégalaise. Je lui disais, mais peut-être parce que nous, dans ma langue africaine, dans ma langue de chez moi, du Kassai, dans le Chiluba, je n'ai pas l'équivalent de mon cousin. Ouais. Je ne sais pas si en Lingala ou bien en Kikongo, s'il y a l'équivalent de mon cousin. Non, parce que nous, en Chiluba, non, on n'a pas ces mots-là. On n'a pas. Frère, non, c'est frère, c'est le frère. L'enfant de mon oncle, c'est mon frère. Parce que nous avons le même sang, parce que nous avons le même grand-parent, et on a le même droit. Devant mon père, mon cousin a le même droit que moi. Mon cousin a le droit d'exiger, si c'est par exemple payer ses études, comme moi je l'exige de mon père doit payer mes études. Mon cousin aussi avait le droit d'exiger la même chose auprès de mon père. Et mon père devait le faire de la même façon. Il n'avait pas à faire de distinction, dire que non, ça c'est l'enfant de mon oncle, ça c'est l'enfant de ma soeur, non, et de mon propre enfant, ou bien, non, mon père devait le faire de la même façon pour nous tous. À moins qu'il n'ait pas de sous, mais si quelqu'un qui a des sous, c'est un devoir, ce n'est pas un droit, il a le devoir de prendre soin de tous ses enfants, les enfants de ses frères, de ses soeurs, de la même façon que les siens. C'est surtout ça que j'aime beaucoup chez nous, c'est le fait qu'on n'a pas trop envie de parler de cousins, on préfère mieux voir les gens comme des frères, et c'est mieux parce que on est des gens qui vivent en communauté, on n'est pas individualiste. Oui, ça voilà. Là je suis parfaitement d'accord avec toi, que l'individualisme en Afrique, non, c'était mal vu. Quand on te dit, tu vois, chez tel, il n'y a que ses enfants. Non, vraiment, je vois dans mon quartier, non, je n'ai aucun souvenir. Peut-être que ça s'est fait après avec la crise que mon pays a connue. Mais je ne me rappelle pas que jusqu'à mes 17 ans, je ne vois aucune famille, ou bien chez nos voisins, non pas une famille, mais nos voisins avec qui on habitait le même quartier. Je ne me rappelle pas être allé chez quelqu'un, on me dit, ah non, moi c'est seulement mes propres enfants. Non, j'entrais dans une parcelle, et dans la parcelle, on trouvait, le plus souvent, c'était une famille composée de 10 à 20 personnes. Et quand tu regardais dans les 20 personnes, il y avait les enfants de telle soeur, les enfants de telle personne. Et ça, c'est nous. Ça, c'est tout à fait nous. Bien sûr, maintenant, ici, en Europe, avec tout ce qui est publicité, hein, on nous aspire toujours d'acheter ceci, il faut qu'on vive comme ça, il faut qu'on soit individualiste. Juste mari, femme, enfant, et c'est tout. Mais c'est pas notre méthode. C'est pas comme ça que nous, on a fait. On a toujours vécu en groupe, ensemble. Et c'est important que les jeunes savent ça, en fait. Oui, c'est important. Oui, ça c'est vrai, ça c'est notre culture. Moi, quand je parle de ça, que ce soit au Kassai, et même quand je suis arrivé aussi à Kinshasa, je me disais, peut-être, dire que c'était seulement au Kassai, mais quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai trouvé le même mode de vie. Que ce soit le peuple Mongo, que ce soit le peuple Mutetela, que ce soit le peuple Mukongo. Mais c'était rare de trouver une famille composée que de papa, maman avec les enfants. Il y avait toujours papa, maman et les enfants de soeurs, les enfants de frères. Oui, et tout cela composait une famille. Oui, la famille ne se composait pas que aux seuls membres issus d'une même mère ou bien d'un même père. Non. Et je peux conseiller à nos jeunes que ce mode de vie-là, elle est bonne. On ne peut pas tout dire, ah non, parce que la situation actuelle ou bien l'évolution ne nous permettent plus, ou bien la vie en Occident ne nous permettent plus de vivre comme à l'Africain. Non. Il avait toujours quelque chose de bien. Voilà. Oui. Tout à fait. De ce fait-là de vivre en communauté et pas dans l'individualisme. La vidéo touche à sa femme et frères et sœurs. J'espère que vous l'avez bien apprécié. C'était venu droit du cœur, donc droit du cœur. Honnêtement, en tant que Congolais, j'aimerais vous dire que je suis très fier de l'histoire, de non seulement des Tétéla, d'où vient mon père, mais aussi des Baluba, et je suis sûr aussi des autres tribus. Je suis lié à toute histoire congolaise, et c'est une fierté de pouvoir la chercher et la partager avec vous tous. Après tout,
Avant que je puisse dire que je suis Tété là, je suis d'abord congolais, n'est-ce pas? Effectivement, il y a eu pas mal d'histoires qu'on a perdues, mais essayons de retrouver ce qu'il nous reste. Hein? C'est mieux d'avoir quelque chose que rien. Et je trouve aussi que la maman invitée nous a donné plusieurs très bonnes pistes. Quand on pense justement au fait que l'équivalent du mot cousin n'existe pas en lingala, ça explique de plus en plus notre identité, notre façon de voir les choses. Mais nous allons rentrer en profondeur aussi dans une autre vidéo concernant cela. N'oubliez surtout pas de taguer vos amis congolais pour qu'ils puissent comprendre leur histoire et pour qu'on puisse développer cette conscience nationale. Il y aura des sujets qui pourraient potentiellement vous vexer, mais pour le bien du Congo et des Congolais, on doit savoir aborder tout sujet et se poser des questions sur soi-même, peu importe lesquelles, pour voir plus clair et où on va. Soyons unis, restons unis.